Carlos Alcaraz pourrait devenir le plus jeune joueur à rallier la première place mondiale s'il venait à s'imposer contre Casper Ruud en finale de l'US Open. Et honnêtement, je pense que Carlitos va le faire étant donné qu'il va exposer certaines lacunes du Norvégien, notamment sa position sur le court. Et dans cette vidéo, je t'explique pourquoi. C'est parti, jingle. On commence tout de suite avec Carlos Alcaraz. Si on s'intéresse un petit peu à son année 2022, c'est 49 victoires, 9 défaites, 4 titres, Miami, Madrid, Rio et Barcelone. Sur dur, c'est 20 victoires pour 4 défaites, des défaites contre Berrettini, Nadal, Paul et Norrie. Au niveau de son parcours, pour rallier la finale de l'US Open, il est venu à bout de Baez, Coria, Brooksby, Cilic, Sinner et Tiafoe. Le mieux classé qu'il a affronté, c'était Yannick Sinner, 13e mondial. Il a passé en tout 20 heures et 31 minutes sur les cours et il a concédé 6-7, 2 à chaque fois sur ses 3 dernières rencontres. Cette semaine, Carlos Alcaraz s'est un petit peu trompé de sport, sachant que ce n'est pas du tennis qu'il pratiquait, mais bel et bien un marathon. Si on prend ses 3 dernières sorties contre Cilic, Sinner et Tiafoe, qui à chaque fois ont fait 5-7 où il a passé plus de 13 heures sur les cours rien que sur ces 3 derniers matchs. Et c'est vrai que c'est pas surprenant de voir Carlos Alcaraz en finale de l'US Open, étant donné qu'en 2021, il avait rallié les quarts de finale en sortant notamment Stefanos Tsitsipas en 5-7, il avait dû abandonner contre Félix Auger-Aliassime. Et depuis le début de l'année, quand à chaque fois on nous demande quel est le grand chelem où a le plus de chances de briller Carlitos, on répondait systématiquement que c'était l'US Open. Donc certes, il y a eu cette période d'incertitude, de doute, avec cette préparation estivale qui n'a pas été idéale, avec des défaites notamment contre Tommy Paul et Cameron Norrie, mais finalement l'Espagnol a remis les pendules à l'heure. Par contre, je pense que d'un point de vue tennistique, Carlitos était beaucoup plus impressionnant sur son premier semestre, où là, il a dû batailler. Finalement, il a réussi à écœurer ses adversaires par ses compétences athlétiques, son physique, notamment dans l'échange. Mais je pense que sur plusieurs de ces matchs, s'il avait dû les jouer dans le premier semestre, ça aurait fait 3-7. Après l'abandon de Sebastian Baez, il a eu des victoires très convaincantes et très faciles contre Coria et Brooksby. Et comme je te le disais, sa bataille a commencé en 8e de finale contre Marin Cilic, puis contre Yannick Sinner, où il a livré sans doute le match de l'année contre l'Italien. Et contre Frances Tiafoe Roblot, ça a fait 5-7 et plus de 4 heures de jeu. L'Espagnol s'impose 6-7, 6-3, 6-1, 6-7, 6-3 contre Frances Tiafoe, où l'Américain pourra se consoler, sachant que cette semaine, il aura remporté tous ses tie-breaks qu'il a disputés, 8 tie-breaks sur 8. Par rapport à cette rencontre, Carlos Alcaraz a mis une pression phénoménale sur Frances Tiafoe, notamment dans l'échange, parce qu'à chaque fois, il a réussi à l'écœurer. Le gars, il a des jambes en titane, c'est une bête physique. Sur le court, il arrivait à rattraper toutes les balles et en témoigne la frustration de l'Américain qui n'a remporté que 53% de ses points en finale, alors qu'on sait qu'il a plutôt une belle main. Mais l'Espagnol, il était partout, il était systématiquement là, faisant jouer une balle supplémentaire à son adversaire, ce qui l'a poussé énormément de fois à la faute. On peut rajouter à ça que le public était partagé entre Frances Tiafoe, le local, et la pépite Carlos Alcaraz, ce qui fait qu'il n'a pas eu tant que ça l'avantage de jouer devant un public américain. On a eu Alcaraz qui a décidé de servir ses premières avec beaucoup plus de sécurité parce qu'il craignait les retours de son adversaire sur seconde balle. On sait que c'est l'un des points forts de Frances Tiafoe. Lui, l'Américain, comme depuis le début du tournoi, il accuse un petit peu le coup sur sa première balle où il peine à dépasser les 50% de première, même s'il a une belle réussite derrière et ça lui a joué des tours. On sait que Frances Tiafoe a quand même une bonne seconde balle, notamment cette seconde kickée. Et en face, Carlos Alcaraz s'est adapté au fil de la rencontre, notamment en reculant beaucoup plus sur les secondes de son adversaire, car il attendait le service kické pour avoir un peu plus de temps pour préparer côté coup droit. Et derrière, ça a fait que Frances Tiafoe a commis beaucoup plus de fautes. On pourra retenir cette stat, 7 victoires, 1 défaite pour Carlos Alcaraz quand il dispute un match en 5-7 en Grand Chelem. Sa seule défaite, c'était en début d'année contre Matteo Berrettini. Par rapport à 2022, il a affronté 11 top 10, 7 victoires, 4 défaites et il reste sur 2 défaites consécutives. Au niveau des enjeux pour Carlos Alcaraz, s'il venait à s'imposer, il deviendrait le plus jeune joueur à atteindre la première place mondiale. Il serait également premier à la race avec 6460 points. Ainsi, il aurait une avance de 650 points sur Rafael Nadal et une avance de 1575 points sur le numéro 3 à la race qui serait du coup Casper Ruud. Et bien sûr, la consécration avec ce premier titre en majeur à 19 ans qui rappelle un petit peu le titre à Roland Garros 2005 de Rafael Nadal. Au fait, nous c'est Game Stand Talk et on aide les passionnés de tennis comme toi à décrypter l'actualité de la petite balle jaune. Alors si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à smatcher le bouton pour t'abonner. De l'autre côté du filet, on retrouve Casper Ruud en 2022, 43 victoires, 4 défaites, 3 titres en ATP 250 à Buenos Aires, Genève et Stade, à chaque fois sur terre battue. Sur dur, c'est 17 victoires, 5 défaites, des défaites contre Bautista Agut, Kyrgios, Alcaraz, Hurkacz et Shelton. Au niveau de son parcours, pour rallier la finale, il est venu à bout de Helmund Van Richthofen,
Paul, Moutet, Berrettini et Kachanov. Le joueur le mieux classé qu'il ait eu à affronter, c'est Matteo Berrettini, 14e mondial. Il a concédé 5-7 contre Van Richthofen, Moutet, Paul et Kachanov. Et il a passé en tout 18 heures et 40 minutes sur les cours. Et le Norvégien, en plus d'être un gars super, avec une attitude exemplaire sur les cours, il faut quand même souligner qu'il a énormément progressé ces derniers mois pour adapter son jeu au dur. Avant, il avait tendance à jouer sur dur comme il jouait sur terre battue, notamment avec cette lacune côté revers où dans ses phases défensives, il jouait un revers beaucoup trop bombé, ce qui faisait des balles faciles à attaquer à hauteur de hanche pour ses adversaires. Et à la relance, notamment côté avantage, il avait tendance à beaucoup trop reculer, ce qui donnait une balle courte et là encore une fois facile à attaquer pour ses adversaires. Donc ces travers n'ont pas totalement disparu, il s'est réfugié un petit peu quand il est en danger, ce qui donne des balles faciles pour ses adversaires. Mais tout au long de la semaine, il a réussi à montrer ses progrès sur cette surface et notamment contre Karen Khachanov. Ce qu'on peut noter, c'est ses progrès côté revers où il frappe son revers beaucoup plus à plat. Il arrive à attaquer longue ligne, ça fait mal contre le Russe. Également au service, il a un haut pourcentage de première balle, mais il sert plus à plat. D'ailleurs, dans son match contre le Russe, c'est le Norvégien qui a eu la meilleure qualité de service, notamment avec une première plus rapide que celle de Karen, et pourtant c'est l'un de ses points forts à Khachanov. Et enfin, il a cette capacité à terminer le point avec son coup droit. On sait que c'est sa force, notamment côté avantage. Si on revient un petit peu sur son match contre le Russe, ça n'a pas été d'un très très haut niveau. Beaucoup de tension des deux côtés. Et Khachanov, qui a beaucoup donné, qui a également semblé fatigué après ses deux combats en 5-7. Et Ruud, toujours exemplaire dans l'attitude, qui a remis une balle supplémentaire, qui a forcé la faute de son adversaire et qui a montré également tous ses progrès accumulés sur la surface du dur pour se hisser une deuxième fois de l'année en finale d'un majeur. Après, forcément, on est obligé de parler de la légitimité de Casper Ruud qui pourrait devenir numéro 1 mondial s'il venait à s'imposer en finale de l'US Open contre Carlos Alcaraz. Certes, il a déjà joué une finale en majeur à Roland Garros, mais porte d'Auteuil, le meilleur joueur qu'il ait battu, c'était Hubert Hurkacz, 13e à l'époque. Dans cette US Open, le meilleur joueur qu'il ait battu, c'est Matteo Berrettini. Sur ses 3 titres en ATP 250, il aura battu seulement 3 top 20, Opelka, Schwartzmann et Berrettini. Après, il a certes 2 victoires références et très importantes cette saison à Miami contre Alexander Zverev et à Montréal contre Félix Auger-Aliassime. Et si on prend ses affrontements contre les membres du top 10 en 2022, il a disputé seulement 5 matchs, 2 victoires, 3 défaites. À titre de comparaison, Rafael Nadal en a joué 8 avec 44 matchs disputés. Et là où c'est encore pire, c'est Novak Djokovic qui a disputé seulement 29 matchs et qui en a joué 6, donc 1 de plus que Casper Ruud. Lui aussi, c'est une finale en jeu. S'il venait à s'imposer, il serait numéro 1 mondial avec 5685 points à la race, soit seulement 25 points d'avance sur Rafael Nadal et surtout 125 points de moins que Carlos Alcaraz qui serait le vrai numéro 1 mondial à la race. Et lui aussi, il tentera de décrocher son premier titre en majeur. Au niveau des face-à-face, il y a 2-0 pour Alcaraz, dont 1-0 en 2022, c'était sur dur en finale à Miami. Concernant les statistiques des deux hommes pour se hisser en finale, on constate que c'est Ruud qui est le meilleur serveur avec 64% de première balle et 78% de réussite derrière, contre 68% de réussite pour Alcaraz. Les deux ont réussi à breaker souvent leur adversaire, ils sont très menaçants à la relance. Belle main au filet également des deux joueurs avec plus de 70% de réussite. Et c'est bien évidemment Alcaraz qui a été le plus agressif avec 269 coups gagnants pour 205 pour le Norvégien. Au niveau des clés tactiques, 2 facteurs à mentionner qui ne sont pas propres au tennis. La pression, comme je te le disais, c'est une finale en jeu. Cette première place mondiale, ce premier titre en majeur, comment Alcaraz va la gérer, comment Ruud va la gérer. Et la deuxième inconnue, c'est l'état physique de l'Espagnol qui a passé plus de 13 heures sur les cours sur ses 3 derniers matchs, plus de 20 heures en tout sur l'ensemble de cette quinzaine, même si par le passé, il a montré que ça ne lui faisait pas peur. Je pense notamment à Barcelone où il a ce gros match contre Dominor où il sauve une balle de match. Derrière, il revient pour donner une leçon à Carreño Busta et reblotte à Madrid où il enchaîne Nadal, Djokovic et Zverev. D'un point de vue tennistique, j'ai revisionné la finale de Miami où Alcaraz s'était imposé en 2-7 contre Ruud pour décrocher son premier titre en Masters 1000 et l'Espagnol avait exploité la position sur le court de son adversaire, notamment à la relance, parce que côté égalité, le Norvégien tenait sa ligne et même si Alcaraz ne servait pas des zones en particulier, il servait très fort avec ses premières balles, Ruud faisait seulement des services bloqués, ce qui donnait une balle courte pour Alcaraz qu'il pouvait parfaitement attaquer. Et ensuite, côté avantage, là où il était le plus exposé au service kické de son adversaire, notamment côté revers, Ruud a reculé de sa ligne, et ce qui fait qu'il subissait les services kickés de son adversaire sur son côté revers, où il remettait une balle un petit peu bombée, une balle courte, qui était une fois de plus
facile à attaquer. D'ailleurs, côté avantage, Alcaraz a fait 11 services volés où il a suivi derrière son service kické et il les a tous réussis. Ça avait été un des points importants de cette finale. Comme je te le disais, le Norvégien a tendance à se réfugier dans ses acquis de terre battue, ce qui fait qu'il peut reculer de sa ligne. Et là, encore une fois, Alcaraz en profite en glissant l'amorti dans l'échange qui va venir un petit peu casser les jambes de son adversaire. Ça avait fait mouche en Floride. Et ce match, ça donne pas mal d'axes d'amélioration aux Norvégiens, notamment à la relance. Côté égalité, de plutôt tenter un retour agressif avec son coup droit, une balle longue, profonde, qui va empêcher son adversaire de mettre en place son service plus sain et peut-être le faire déjouer. Et côté avantage, Alcaraz va continuer avec son service kické sur le revers de son adversaire. Donc là, Casper Ruud va devoir montrer ses progrès côté revers, notamment en donnant une balle plus complexe à jouer à son adversaire, c'est-à-dire moins liftée, mais plus faire une frappe tendue à plat, où là, la balle est déjà basse, donc la volée va devenir moins aisée. Après, il va devoir continuer à très bien servir, passer un maximum de première balle, ce qu'il a su faire depuis le début de cette quinzaine, et faire le jeu avec son coup droit, notamment côté avantage. Enfin, du côté de Casper Ruud, il faudra qu'il varie un petit peu avec son revers, notamment les hauteurs, pour faire imploser Carlos Alcaraz sur son revers, qui est un petit peu son point faible, notamment quand il a des balles très hautes, très bombées, où il a du mal à les accélérer et il va à la faute. Parce que oui, du côté espagnol, il va profiter de la moindre défaillance. Si son adversaire se met à reculer, il montera plus au filet, il fera des amortis. Après, Casper Ruud aura des points à faire sur le service de son adversaire. Il s'est fait énormément de fois breaker sur cette quinzaine, Carlitos, mais à la relance, il va donner le change et dès qu'il pourra, dès la moindre balle courte, il va rentrer sur le court et l'attaquer. Avant de te livrer mon pronostic, laisse-moi te parler de notre partenaire BetClick. Si tu n'as pas de compte chez eux, tu peux utiliser le code promo GST en majuscule qui te donne accès à une offre de bienvenue. Et si ton premier pari est perdant, il est remboursé à hauteur de 100 € en free bet. Et d'autant plus que tu as accès à BetClick TV. Venons à mon pronostic, je vois une victoire de Carlos Alcaraz en 4 ou 5-7, un match assez décousu étant donné que les deux joueurs auront énormément de pression sur les épaules, ce qui peut faire penser un petit peu à la finale de l'US Open en 2020 entre Dominic Thiem et Alexander Zverev. Pour poursuivre l'échange, je te laisse aller voir cette vidéo où tu peux tenter de gagner la raquette de Daniil Medvedev. Il ne reste plus que quelques heures avant le tirage au sort, donc si tu n'as pas encore tenté ta chance, c'est le moment ou jamais. On se retrouve très vite, notamment pour parler de cette fin du US Open. D'ici là, porte-toi bien. Ciao, ciao tout le monde.